Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le musée du Quai Branly regroupe les œuvres de nombreuses sociétés ancestrales, des témoignages forts de l'histoire des hommes. Éric Gisard conçoit les intérieurs, des espaces ou mobiliers. Il nous reçoit aujourd'hui pour une immersion dans son univers. Le glamour futuriste de Germanier s'exprime dans ses collections de 2022 et nous, on a décrypté tout ça pour vous. Laurent Jarry est facteur d'accordéon. Il redonne un second souffle et soigne les bobos de ses instruments. Mais avant de rencontrer l'architecte d'intérieur Éric Gisard, tout de suite point de vue. C'était une nuit de mars 1990 que deux hommes habillés en policiers se rendent au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. Ils y dérobent près d'une dizaine de toiles de maîtres comme Vermeer, Rembrandt ou encore Degas. Aux États-Unis, ce vol est considéré comme le plus grand hold-up d'art jamais résolu au monde. En effet, depuis, plus de traces des chefs-d'œuvre. En 2017, le musée offrait même, en échange d'indices permettant de faire avancer l'enquête, 10 millions de dollars. À ce prix-là, imaginez le montant du butin. Le son de choses iconiques. Derrière ce titre prometteur se cache un ouvrage-œuvre. Adolphe Millau était un illustrateur et entomologiste de la fin du 19e. Il se fit connaître grâce à ses planches d'histoire naturelle qui comptaient parmi les plus belles de son époque. On y retrouve à la fois des connaissances scientifiques, mais aussi toute la technique artistique du peintre. Si vous pouvez le consulter comme un simple livre, vous pouvez aussi retirer les pages pour les accrocher comme de véritables tableaux. Une chaise d'extérieur confortable et qui semblerait tout juste sortie de terre, c'est le défi que se sont lancés les frères Bouroulec. C'est au bout de 4 années d'expérimentation et de prototypes en tout genre que sort enfin en 2008 la chaise végétale. Si son design lui confère des propriétés de confort et de praticité, ce n'est pas aux dépens de son apparence. Elle semble prendre racine dans le sol, clin d'œil au jardinier suédois Erlandsson qui donnait à ses plantes des formes de meubles. D'un continent à l'autre, le musée du Quai Branly nous présente la diversité de ses collections d'art et d'objets symboliques. C'est tous au musée. Les collections de ce musée, accumulées sur près de 400 ans, sont une histoire de la relation de l'Europe et de la France au reste du monde. Sa volonté de faire en sorte d'avoir une compréhension de la diversité humaine, de la diversité des cultures, et de comprendre aussi le rôle central que joue l'art dans les différentes religions et dans les différentes civilisations du monde. Créé en 2006 à l'initiative du président Jacques Chirac, grand amateur des arts premiers, le musée du Quai Branly célèbre les différentes cultures du monde. C'est tout d'abord dans un jardin, puis un bâtiment contemporain imaginé par l'architecte Jean Nouvel que le visiteur part à la rencontre d'autres contrées pour une balade esthétique et libre qui se démarque des scénographies habituelles. Ici, la volonté muséographique, c'est d'ouvrir en fait. Il n'y a pas de salle, il y a simplement des grands espaces qui sont l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique. L'idée, c'est plutôt de présenter une grande diversité et laisser le visiteur finalement construire sa visite en empruntant cette grande artère sinueuse qui est une sorte de rivière, qu'on appelle la rivière, qui irrigue finalement ce musée et qui permet aux visiteurs, les plus petits comme aux plus grands, de pouvoir naviguer au travers des 4 continents. De masque en statuette, le visiteur navigue donc à la découverte d'un monde bien souvent spirituel, peuplé d'animaux et de symboles, où l'univers des hommes et des esprits s'entremêle et se chevauche. C'est un objet qui provient de la culture Tlingit, donc une population qui vit toujours d'ailleurs sur la côte ouest canadienne. Et cet objet représente une sorte de voyage chamanique. Ce sont des sociétés où le chaman est un personnage important. C'est un personnage qui est un médiateur, qui par sa capacité à entrer en transe permet d'accéder à des niveaux de mondes différents et de rentrer en contact avec les esprits. Les esprits qu'on qualifierait d'animaux, mais qui dans cette vision du monde sont des esprits qui cohabitent avec les esprits humains. Et là l'idée c'est effectivement par ce chevauchement
chevauchement de l'ours par un homme qui serait un homme loutre. C'est ce voyage vers ces mondes différents que seul le chaman peut atteindre et qui permet cette relation entre les mondes humains et les mondes non humains ou les mondes supérieurs ou inférieurs. Si le chaman a une place centrale dans les sociétés amérindiennes, de l'autre côté du Pacifique, en Polynésie, c'est entre les mains des aînés que les symboles du pouvoir sont détenus. Ce symbole s'organise autour d'une lame ronde, extrêmement fine, translucide au soleil, et qui est montée sur un manche. L'idée, c'est d'avoir un symbole qui est à la fois un symbole lunaire et solaire, c'est-à-dire la succession du jour et de la nuit, qui soit dans la main de celui qui représente le verbe, c'est-à-dire la parole de la chefferie. Donc c'est un objet qui est à la fois très symbolique pour la culture kanak, toujours présente en Nouvelle-Calédonie, et qui est un objet historique pour le musée, puisque c'est un des objets qui a été ramené par le premier voyage français dans cette région en 1792 par l'amiral d'Entrecasteaux. Témoignage historique de ces premières rencontres entre les peuples à travers les siècles, le musée préserve ainsi des objets très anciens, mais aussi plus contemporains, comme ce masque traditionnel nigérian des années 80, qui de génération en génération compte l'histoire de l'ethnie Zigbo, son organisation et ses croyances. Ici, on a un masque en forme de dôme avec toutes ces figures bariolées qui sont une sorte de représentation de la diversité des gens qui sont autour de cette société, avec des figurations de figures d'autorité comme des gendarmes, des choses très contemporaines. Le textile, par le tissage, est une forme d'écriture aussi. Et ici, on voit bien que les assemblages, à la fois la couleur, on a un serpent bleu qui fait tout le tour, qui est une sorte de médiateur entre le monde souterrain des esprits défunts et le monde de la terre, celui des hommes vivants. C'est toute une série de symboles que les gens d'une société, quelle qu'elle soit, apprennent très tôt à décoder et qui expriment dans chaque société quelque chose de fort. Parure, sculpture ou tissage, cet émouvant panorama des diverses formes d'expression des sociétés humaines nous prouve que l'art et la spiritualité relient toujours l'humanité. Notre invité du jour, c'est Éric Gisard. Cet architecte d'intérieur nous fait découvrir son quotidien créatif. J'ai appris mon métier dans l'idée qu'un espace pouvait se dessiner complètement. Je suis plutôt sur des lignes simples, des surfaces lisses. Mon écriture, de toute façon, elle est contemporaine. Elle est vraiment, c'est ce que j'appelle le goût du présent. Maître du clair-obscur et d'une certaine élégance contemporaine, Éric Gisard crée des intérieurs à la fois sobres et modernes. Des salons de thé en Corée au design des Airbus A380, ce disciple d'André Poutman, architecte, photographe et designer, multiplie les casquettes et les projets pour exprimer pleinement son art de l'espace et du décor. En témoigne cet appartement privé du 2e arrondissement de Paris qu'Éric Gisard a presque entièrement repensé. Il manquait d'élégance, il manquait d'un peu de rigueur, tout ça, ça partait un peu dans tous les sens. Et donc, il a fallu repenser cet espace-là sur une vision un peu plus architecturale du lieu. On a repensé les rangements, les placards, les verticalités, on a caché des choses, on a travaillé énormément sur la lumière, qui est un élément essentiel dans mon travail. Voilage de lumière naturelle ou lumière du soir intégrée au sol, les intérieurs d'Éric Gisard se découvrent le jour et se redécouvrent la nuit, dans un jeu d'ombre et de contraste de la matière, comme cette tête de lit, tout en cuir et en relief. J'ai fait ces formes simples, très géométriques, mais avec une double épaisseur, donc une épaisseur là plus importante que celle-ci. Et donc, ce qui crée, quand on met ça sur les murs, ça crée une espèce de principe d'écaille en relief. Et donc, avec la lumière qui vient aussi donc, entre le jour et la nuit, parce qu'il y a toujours un éclairage aussi au niveau de ce meuble-là, eh bien, ça met plus ou moins en relief ces surfaces. Et puis, j'aime bien aussi le fait que la patine aussi sur les choses, je trouve que c'est important. Et donc, petit à petit, ce mur se patine, parce que les matériaux naturels se patinent toujours. Et c'est ça qui va donner aussi l'écriture du temps sur les surfaces. Si Éric dessine avec sensualité les surfaces, le designer peut également concevoir le mobilier qui les accompagne, comme cette collection de lampes et de bureaux développée aux côtés des ateliers du mobilier national.
On est dans le brillant, dans le mat, dans le souple, dans le dur. Et j'aime bien aussi travailler sur l'idée de la tuile, c'est-à-dire que quand on regarde la lampe et même ce bureau avec ces formes comme ça qui retombent sur le côté, on n'a pas l'impression de voir forcément les tranches, on voit des épaisseurs, on voit des lignes, des courbes qui sont très discrètes. Techniquement, c'est assez complexe parce que, évidemment, on a toute la technologie électricité ici. Plus ça donnait des épaisseurs obligatoires, donc il a fallu qu'on travaille au millimètre avec les savoir-faire du Mobilier National pour que tout ça s'intègre parfaitement bien. Là, ce que je trouve très séduisant, c'est une forme d'apparente simplicité et une très grande sophistication dans les détails, dans les solutions techniques, une très grande qualité quand même des matériaux choisis. Surtout que là, effectivement, il y a du cuir, il y a du métal, il y a du bois. C'est vraiment, je dirais, la trilogie, si j'ose dire, magnifique des matériaux très caractéristiques des arts décoratifs français. Cuir, bois, métal et pierre, Éric Gisard aime le travail de matières nobles et naturelles, sans oublier le textile qu'il développe sous forme de tapis auprès de la maison Tout le Monde Beauchard et à partir d'un travail de photographie très original. J'ai eu l'habitude de faire beaucoup de stands à Maison et Objets, donc à Villepinte, quand l'espace était en construction totale. Et en fait, graphiquement, ça donnait des choses vraiment intéressantes. Là, par exemple, c'est typiquement un futur espace de stand fini, sauf que là, on peut voir à peu près le plancher, avec un panneau qui était posé par terre. On peut voir des panneaux verticaux, et là, tout d'un coup, c'est comme un passage, et derrière, on peut voir une échelle. Donc, tout d'un coup, ce travail de photographie devient aussi une source d'inspiration très importante graphiquement pour en faire des tapis avec une création en 2D. Contrairement à l'architecture où je suis en 3D. Et c'est vrai que j'ai une telle collection de photographies que j'ai pu faire à travers le monde et à travers le temps que je me suis dit, mais en regardant certaines photos, je me dis, mais c'est vraiment des sujets formidables pour en faire du tapis. Photographie des espaces ou bien naturaliste, le regard d'Éric Gisard sur le monde est une source inépuisable d'inspiration que le designer n'a de cesse d'explorer sous toutes les dimensions. Bonjour Éric. Bonjour Katrina. Éric, vous avez dit une fois que vous voudriez ni être une mode ni une tendance, mais une rencontre. C'est de ça que votre métier est fait, de rencontres? C'est tout à fait vrai, oui. Moi, j'aime pas les choses à la mode, et donc je trouve que déjà la mode se démode tellement vite, et que c'est les rencontres qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont construit. Et donc, ce sont des rencontres aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels dans différents domaines. Et c'est à chaque fois ces rencontres qui m'ont permis de grandir, d'apprendre, d'échanger et de construire avec eux. Vous êtes autodidacte, vous êtes formé au cours du soir de l'école du Perret. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'architecture? Je travaille dans une société immobilière et je m'ennuyais un petit peu. Et tout d'un coup, j'ai découvert un métier, j'ai découvert des talents. J'ai découvert des designers, même Le Corbusier que je ne connaissais pas, enfin voilà. Et tout ça m'a donné vraiment une envie de tout arrêter, ce que je faisais. En fait, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais je ne savais pas forcément que ça existait. Alors en parlant de sources d'inspiration, de rencontres, celle des arts décoratifs françaises reste une source inépuisable? C'est une base, oui, c'est une base essentielle dans ma culture professionnelle et ma culture générale, oui, bien sûr. C'est le travail, les savoir-faire, la proportion, la marqueterie, la simplicité d'une forme ou la sophistication, mais jamais dans l'outrance. En fait, c'est vraiment l'élégance qui était pour moi important et que j'ai toujours retrouvé dans le style, justement, de l'art décoratif français. Il y a aussi quelque chose de très épuré dans vos créations. Et vous avez dit une fois, je commence en architecture de penser d'abord le vide avant le remplissage. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'exemple précis de cet endroit où nous sommes était l'exemple juste. C'est-à-dire qu'il a fallu enlever, en fait, et retrouver presque l'essentiel du lieu pour pouvoir après reconstruire. Et ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai pu apprendre grâce aussi à André Putman. C'est-à-dire que c'est le travail de l'équilibre entre le plein et le vide. C'est comme l'ombre et la lumière, c'est tout ça c'est une espèce de construction globale
mais qui part vraiment d'un espace d'abord le plus épuré possible, le plus vide possible. Et Eric, vous avez plusieurs casquettes. Il y a celle de l'architecte, bien sûr, dont on a parlé, l'architecte d'intérieur, le scénographe, le directeur de création. Est-ce que c'est la création globalement qui vous fait vibrer? Oui, c'est la créativité avant tout qui me pousse à répondre à quelque chose. C'est la mise en danger aussi en même temps. Quand on est devant sa feuille blanche, qu'on a un cahier des charges, certes, parce que je ne suis pas un artiste, je suis un créatif. Mais je pense que quand on est capable de dessiner une poignée de porte, on est capable de dessiner une maison. Donc tout ça, c'est lié. Pour moi, c'est lié. Après, c'est un problème d'échelle, simplement. Il y a aussi le contraste dans la photo, notamment la photo noir et blanc, qui est votre grande passion, votre autre grande passion. Quand j'ai commencé à montrer mes photographies, on m'a dit que j'avais vraiment un regard assez précis. Et en fait, je me suis aperçu aussi que dans mon travail d'architecte d'intérieur, j'avais aussi un cadrage. Qu'à chaque fois, j'essaie de donner des focus sur des surfaces, sur des angles, sur des éléments, sur des profondeurs, etc. Donc la photographie m'a permis aussi d'exprimer cette vision autrement, mais donc sur du 2D, non pas sur de la 3 dimensions. Depuis 1999, où vous avez ouvert votre agence, qu'est-ce que vous voyez, vous, personnellement, comme évolution de votre métier? Aujourd'hui, j'arrive à un tournant dans ma vie. Donc, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, que ce soit architecture commerciale, design industriel, projet privé, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de me concentrer un peu plus sur la photographie, sur le design. L'architecture intérieure m'intéresse toujours, évidemment, parce que c'est un vrai plaisir de voir des lieux, de les transformer et de voir les gens vivre à l'intérieur. Mais j'ai envie de faire ça avec un peu plus de lenteur. Et avec, à votre rythme. Et avec un rythme et avec des concentrations sur d'autres choses, quoi. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Fasciné par le traditionnel et le glamour, Kevin Germany nous fait faire un bond dans le temps avec ses collections de 2022. Que reste-t-il du glamour? À notre époque, cette notion indissociable de la mode et de l'âge d'or des grands couturiers semble parfois presque désuète. À l'heure où l'on cherche à rendre l'industrie plus responsable quant aux problématiques environnementales, les jeunes marques en profitent pour réinventer la mode flamboyante du passé et l'emmener en terrain futuriste. C'est notamment le cas de Kevin Germany. Passionné par la haute couture, son excellence et son caractère sophistiqué, ce créateur suisse s'est lancé le défi de prouver qu'une création responsable peut aller au-delà des pièces basiques en coton biologique et que le glamour ne se cantonne pas aux robes fourreaux et aux drapés dramatiques. Comme beaucoup de créateurs de sa génération, il a grandi avec des pièces de seconde main qu'il achetait en friperie pour économiser. C'est donc naturellement qu'il a choisi de façonner ses créations à partir de stocks de tissus inutilisés et de surplus de perles abandonnées par les grandes maisons. Il les réemploie dans des collections à la croisée du savoir-faire et du respect de l'environnement, qui utilisent ce qui existe plutôt que de produire encore plus de matière. Du glamour traditionnel qui l'a toujours fasciné, il a gardé la dimension majestueuse. Il la décline sur des silhouettes géométriques qui célèbrent aussi bien les broderies artisanales que la pop culture de son enfance ou les volumes des années 80. On reconnaît dans ses collections été et hiver 2022 sa passion pour Sailor Moon, héroïne japonaise des années 90, aussi bien que des références aux tenues de cabaret ou à l'univers déconcertant d'Alexander McQueen. On y croise du denim et des plumes, des tailleurs en maille façon Chanel, et même des bottes Ugg, ces chaussures de surf australiennes connues pour leur confort, élevées au rang d'objets grandioses. Une façon d'ancrer le glamour dans des références plus démocratiques qui parlent aux jeunes générations et de changer au passage l'image de la mode durable pour la rendre plus désirable.
Grâce à une technique de broderie au silicone, Kevin Germanier réalise en un temps record des pièces qui flirtent avec la haute couture, mais nécessitent moins d'heures de travail. Il adapte ainsi l'artisanat à l'immédiateté de l'époque et enrichit son vocabulaire avec des pièces qui évoquent l'avenir plutôt que le passé. Et ça fonctionne. Sa mode a déjà séduit Björk ou Lady Gaga, toutes deux célèbres pour leur style qui flirte avec la science-fiction. Preuve qu'aujourd'hui, le glamour ne se cantonne plus à l'image désuète du vieil Hollywood, mais peut être engagé, humoristique et futuriste. Avec l'innovation pour maître mot, le reste n'est plus qu'une question de posture. Artisan mélomane, Laurent Jarry entretient et répare des accordéons. Amoureux de cet instrument, il le remet au goût du jour. C'est un instrument dans lequel il y a des milliers et des milliers de pièces. Donc ça veut dire que quand on démonte absolument tout, on est à la tête d'un énorme puzzle, voilà, qu'il faut remonter après, évidemment. Cet instrument complexe, c'est l'accordéon que Laurent Jarry restaure et accorde depuis 35 ans dans sa boutique de Montreuil, en banlieue parisienne. Ce touche-à-tout, bercé par les bals musettes de son enfance, s'est pris de passion pour la mécanique pointue et multiple de l'instrument. La première fois qu'il en a ouvert un, il avait 16 ans. Je m'intéressais à l'histoire de l'instrument, comment il avait été créé, comment il avait évolué, etc. et comment ça fonctionnait. Donc pour savoir comment ça fonctionne, le mieux c'est de regarder à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur on ne voit pas grand-chose. Les clients de Laurent Jarry sont aussi bien des amateurs que de grands professionnels. Ils lui confient des instruments pour une simple révision ou pour une restauration complète. C'est le cas de cet accordéon des années 50 en noyer massif qui doit être intégralement remis à jour. Première étape, réparer et changer les pièces qui ont mal vieilli. La mise en ordre du travail, ça va être d'abord de démonter tous les boutons de clavier qu'on voit ici, enlever toutes les mécaniques de clavier, c'est-à-dire toutes les touches là qu'on voit, pour pouvoir donc ensuite enlever toutes les soupapes une par une, les dégarnir, les nettoyer, les regarnir avec un nouveau tampon. Et puis ensuite, il faudra remonter l'ensemble et refaire tous les réglages du clavier. Autre élément central, les anches, ces petites pièces qui vibrent et produisent les notes. Je vais démonter chaque châssis, donc chaque plaquette, chaque châssis d'anche ici, pour nettoyer toutes les anches une par une. On va commencer par enlever les résidus de colle ici. Les accordéons comptant plusieurs centaines d'anches, chaque restauration peut prendre des dizaines d'heures, parfois beaucoup plus. C'est après ce travail de mécanique qu'intervient la phase finale, l'accordage. On fait ce qu'on appelle la vibration. Donc on va regarder et faire en sorte que toutes les vibrations soient égales. Donc pour régler cette vibration, on va intervenir sur les anches, soit en grattant, soit en limant, pour faire monter ou descendre en fait la fréquence, donc la note. Ah, celle-ci est un petit peu haute, on va la baisser. Les vibrations, ça se fait à l'oreille, oui. Ça, il faut en faire beaucoup pour se rendre compte de ça et être capable d'analyser et puis d'entendre, d'écouter. Voilà, c'est une écoute. La passion de Laurent l'a emmené à se lancer un autre défi, fabriquer lui-même un instrument de A à Z. Le mélomane a remis au goût du jour un instrument oublié, la cordina. C'est le même principe que l'accordéon, simplement la grande différence, c'est que c'est un instrument à vent, c'est-à-dire un instrument dans lequel on souffle.
De créer de A à Z, ça veut dire que on part d'une idée qui est dans la tête et puis il faut faire les plans de l'instrument, il faut réaliser, faire des essais, corriger évidemment. Et donc j'ai fait 2 prototypes que j'ai donnés à 2 musiciens, 2 instrumentistes. On commençait à enregistrer avec, à faire des concerts, voilà. Et donc ça a commencé un peu à se savoir. Mon idée n'était absolument pas d'aller plus loin. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a tellement demandé d'instruments, etc. Et je me suis dit, puisque j'ai fait le travail et puisque ça intéresse des gens, il faut que je vois si je peux en fabriquer, quoi. Voilà. Et donc, depuis 1995, je fabrique de façon continue des accordinats. Et là, c'est ce modèle-là, c'est le 3e modèle que je crée. Des accordinats artisanaux aux accordéons de collection, l'atelier de Laurent Jarry est ainsi devenu un lieu de création et de conservation du patrimoine musical. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!